Je vais parler donc de la charte des valeurs québécoises et je vais relever trois problèmes dans le débat public. Donc pour commencer, juste avant, je recontextualise un petit peu. Donc le 7 novembre 2013, le ministre Bernard Drinville, qui est le ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne, dépose le projet de loi 60 à l'Assemblée nationale du Québec sous le nom de Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État, ainsi que l'égalité entre les femmes et les hommes, et encadrant les demandes d'accommodement. Cette charte, qui est plus communément appelée Charte des valeurs québécoises, elle porte sur plusieurs volets que je n'ai pas le temps d'élaborer, mais que j'énumère. Donc le premier, c'est l'instauration de balises pour les accommodements raisonnables. Le deuxième, c'est la neutralité religieuse. Ensuite, l'interdiction de signes religieux ostentatoires et l'obligation du visage à découvert. Ce projet de loi 60, il arrive après la controverse québécoise de 2006 sur les accommodements raisonnables, où quelques faits divers d'accommodements déraisonnables ont été relayés par de nombreux médias et ont participé du coup à créer un sentiment de vulnérabilité et d'insécurité au sein de la population québécoise. Je fais référence notamment à l'un des centres locaux de services communautaires de Montréal qui refuse à des hommes de participer à des cours prénataux pour ne pas offusquer les femmes musulmanes, ou autre exemple, un YMCA de Montréal qui obtempère aux demandes de la communauté juive hassidique et qui givre les fenêtres de son centre d'exercice pour ne pas choquer les enfants qui pourraient voir des femmes s'entraîner en vêtements de sport. Donc, ce projet de loi 60, il est ainsi présenté comme une manière d'affirmer et de consolider les valeurs québécoises qui étaient supposément menacées jusque-là. Et donc, le contexte dans lequel le projet se situe, c'est celui d'une volonté de réaffirmation identitaire causée par la peur de l'autre et de ce que l'on présume que cet autre porte et défend comme valeur. Donc, ainsi, on s'aperçoit que le débat public sur le projet s'oriente et se focalise essentiellement sur une communauté religieuse, qui est la communauté musulmane, et un signe religieux ostentatoire, qui est le voile. Le problème dans les débats actuels autour de la charte, c'est pas tellement le fait que des peurs existent et qu'elles sont exprimées au sein de la société québécoise, car toute peur, à mon sens, est légitime et honnête. Par contre, ce que je vais chercher à montrer, c'est que le problème se situe dans l'instrumentalisation de ces peurs et dans la manière dont on va prétendre les résoudre à travers trois stratégies discursives qui, malheureusement, faussent le débat. Donc, le volet de la charte que je vais discuter, c'est celui sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires. Je vais juste le lire rapidement. Un membre du personnel d'un organisme public ne doit pas porter dans l'exercice de ses fonctions un objet marquant ostensiblement une appartenance religieuse, tel un couvre-chef, un vêtement, un bijou ou une autre parure. Et donc, il est précisé dans le texte de loi qu'il y a une période de transition d'1 année pour mettre en œuvre cette interdiction, sauf pour les municipalités, les cégeps, les établissements universitaires et de santé. Et exceptionnellement pour les établissements de santé, il y a la possibilité de renouveler cette période de transition. Donc, c'est le volet qui a été le plus controversé, non seulement car il viole pour une frange de la population québécoise les libertés de religion et de conscience qui sont garanties par la Charte canadienne des droits et libertés à l'article 2 et par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Mais il a été également très controversé car il s'agit du volet, à mon sens, qui a révélé et qui a mis en confrontation des conceptions divergentes de la laïcité, de la neutralité et de l'émancipation des femmes. Donc le premier problème avec la charte, c'est le fait que le port de signes religieux ostentatoires est interprété comme une menace aux valeurs québécoises, alors qu'une apparence neutre les garantirait. Et donc, pour rappel, les valeurs québécoises qui sont mises en avant par la charte sont l'égalité entre les femmes et les hommes, la primauté du français, la séparation des religions de l'État, la neutralité religieuse et le caractère laïque de l'État. Ainsi, ce que dit la charte, c'est qu'au nom du devoir de neutralité religieuse et de réserve, les fonctionnaires d'un organisme public se voient donc interdits de porter un signe religieux ostentatoire.
ça pose problème parce que ça présuppose dans un premier temps une certaine interprétation de la signification des signes religieux, notamment le voile, et donc une définition des valeurs défendues par les personnes portant ces signes. Donc les valeurs musulmanes notamment sont interprétées comme dissociées des valeurs québécoises et visant à empiéter sur ces valeurs québécoises. Le voile représenterait donc un signe de subordination des femmes et irait à l'encontre des valeurs modernes, notamment celle de l'égalité homme-femme. Donc dans un premier temps, cette vision est complètement ethnocentriste et patriarcale, car elle impose une conception unique de la liberté de la femme. En d'autres termes, il y aurait une manière d'être libre et émancipée, et toutes celles qui ne rentrent pas dans ces codes et sous ces conditions seraient forcément soumises et aliénées. Alexia Kouradi, qui est la présidente de la Fédération des femmes du Québec, explique, je cite, qu'au nom de l'égalité, l'État se substitue au jugement des femmes en décidant ce qui est bon pour elles, alors qu'elles ont le droit autant à l'égalité qu'à la liberté de conscience. Fin de citation. Donc ainsi, le fait d'obliger une femme à porter le voile ou à l'enlever, ça relève à mon sens exactement du même processus qui consiste à infantiliser la femme et à lui nier toute capacité et toute forme d'autonomie en lui imposant un rapport unique à son propre corps et à sa pudeur. Dans un deuxième temps, cette vision qui est de dire que le voile représente une subordination de la femme, c'est une vision réductionniste, car elle sous-entend qu'il y aurait une seule signification accordée au voile, comme si la communauté musulmane représentait un groupe monolithique et homogène. C'est faux, non seulement dans le monde, mais dans le Québec. Frédéric Castel, qui est professeur à l'UQAM et membre de la chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, il dénombre actuellement un peu moins de 300 000 musulmans au Québec, donc dans la province du Québec, qui compte plus de 8 millions d'habitants. Et 90% de ces 300 000 musulmans vivent dans la métropole de Montréal. Il explique qu'il s'agit d'une communauté qui est non seulement divisée entre chiites et sunnites, mais qui est également caractérisée par des origines qui sont très diverses. 57% est arabo-berbère, 17% sud-asiatique, 8% convertis et métis, 3% turcs, 7% afghanes et iraniennes et 8% d'autres. Il y a donc une variété des cultures et donc une pluralité des interprétations et des significations accordées aux pratiques religieuses et notamment au port du voile. Et comme l'explique Vincent Romani, qui est professeur à l'UQAM et spécialiste du monde arabe et musulman, si certaines femmes effectivement mettent le voile par soumission, par oppression ou par obligation, d'autres décident de le porter par coquetterie, par protection ou affirmation du soi ou du collectif, par contre-stigmatisation ou plein d'autres raisons. Et donc, le fait d'accorder une seule signification au port du voile, ça constitue, en ces termes, une forme de néo-orientalisme, car on stéréotype et on essentialise l'autre, le musulman, en le ramenant à un texte qu'on lui impose. Et c'est une manière de nier la capacité des individus à resignifier leurs pratiques. De plus, le fait de penser défendre l'égalité homme-femme en interdisant le port du voile, c'est non seulement naïf, mais ça néglige le fait que la domination des hommes sur les femmes se déroule dans tous les espaces sociaux, avec ou sans voile. Dans un deuxième temps, le fait que le port de signes religieux ostentatoires est interprété comme une menace aux valeurs québécoises, alors qu'une apparence neutre les garantirait, ça présuppose, dans un deuxième temps, une certaine définition de la laïcité et de la neutralité de l'État. D'après la charte, le port d'un signe religieux empêcherait une personne d'accomplir sa tâche avec impartialité ou neutralité. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il est accordé une présomption d'impartialité aux individus qui ne portent pas de signes religieux ostentatoires et pas à ceux qui se sentent d'extérioriser leur appartenance religieuse. Comme l'explique Joanne Broder, qui est actuellement la bâtonnière du Québec, si on veut restreindre la liberté d'expression et de religion parce qu'on considère que ça entrave le devoir de neutralité, il faut faire la démonstration qu'il y a une problématique. En fait, on se rend compte que la problématique, ou la tension en tout cas,
elle réside dans le fait que différentes conceptions de la laïcité et de la neutralité se confrontent. Comme l'expliquent Charles Taylor et Jocelyn McClure, la laïcité, elle repose sur deux grands principes. D'un côté, on a le respect de la valeur morale égale des citoyens, et de l'autre, la protection de la liberté religieuse et de conscience. Et pour réaliser et protéger ces deux principes, il faut utiliser deux moyens, deux modes opératoires, qui sont la séparation de l'Église et de l'État et la neutralité religieuse de l'État. C'est-à-dire que les lois et les institutions ne favorisent aucune religion. Les auteurs expliquent que sur la base de cette définition qui est communément admise, il y a deux conceptions de la laïcité qui vont en découler, qui vont s'opposer. L'une sera plus rigide, qu'on appelle la laïcité républicaine, et l'autre sera plus ouverte, libérale, pluraliste. La laïcité républicaine, elle va accorder plus d'importance aux moyens, c'est-à-dire à la séparation État-Église et neutralité religieuse, au détriment des finalités, qui sont le respect de la liberté religieuse et de conscience et l'égalité. Et donc, ces moyens vont être érigés pour devenir des valeurs en soi. Alors que la laïcité libérale pluraliste, elle reconnaît la nécessité que l'État soit neutre et qu'il soit séparé de l'Église, mais il reconnaît aussi l'importance de protéger la liberté religieuse et de conscience. Donc ainsi, ces deux types de laïcité vont se baser sur deux définitions divergentes de la neutralité de l'État. Pour les défenseurs d'une conception républicaine de la laïcité, les fonctionnaires publics représentent l'État et doivent incarner les valeurs défendues par l'État. Ainsi, si l'État défend comme valeur la neutralité religieuse, il faut que ces fonctionnaires fassent l'exemple de cette neutralité jusque dans leur apparence vestimentaire. C'est donc sur la base de cette conception républicaine de la laïcité que Bernard Drinville, donc le ministre, lors de la rencontre citoyenne sur la laïcité du 3 décembre 2013, déclare, je cite, « La neutralité doit s'incarner dans l'apparence, ça ne doit pas seulement être une neutralité de fait. Quand tu acceptes de porter un signe religieux pendant tes heures d'ouvrage et que tu es dans le service public, tu acceptes d'envoyer un message religieux pour ceux et celles qui font affaire avec toi. La raison pour laquelle tu portes un signe religieux, c'est pour envoyer un message religieux. » Fin de citation. Donc, on s'aperçoit à travers cette citation qu'il y a un amalgame qui est fait entre le port de signes religieux et le prosélytisme, comme si la personne qui portait un signe religieux cherchera forcément à nous influencer ou à recruter de nouveaux membres pour sa communauté. Donc, évidemment, dans cette vision républicaine de la laïcité, on va associer le port de signes religieux à un manque d'impartialité ou de neutralité. Cependant, de nombreux philosophes, dont Jean Bobreau, Émile Poulat, Jean Boussinesq, Charles Taylor ou encore Michel Seymour, vont défendre une vision libérale ou pluraliste de la laïcité. Dans cette conception, si l'État défend comme valeur la neutralité religieuse, il faut que ses fonctionnaires incarnent cette neutralité dans leur comportement. Ils doivent faire preuve d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions. Peu importe que ce fonctionnaire porte un signe religieux ou pas, l'important pour garantir sa neutralité et son impartialité, c'est que ses actes ne doivent lui être dictés ni par sa foi, ni par ses croyances philosophiques, mais par la volonté de réaliser les finalités associées au poste qu'il occupe. Le deuxième problème que je soulève, c'est que la neutralité vestimentaire est invoquée comme un moyen permettant pour les communautés immigrées et les citoyens québécois d'origine immigrée de s'intégrer au Québec, comme l'explique Bernard Drinville lors de la conférence de presse du 10 septembre 2013. Les balises que nous proposons à terme vont aider à l'intégration au marché de l'emploi de beaucoup de néo-québécois, notamment des Québécois d'origine maghrébine, parce qu'effectivement, les employeurs actuellement ont des craintes. Ils ne savent pas trop comment se gouverner en matière d'accommodement. Et on pense qu'en leur donnant ces balises, ça va être beaucoup plus facile pour la suite. Et lors de l'émission télévisée Tout le monde en parle du 30 septembre 2013, un intervenant déclare « L'immigration est un privilège et pas un droit. Il faut respecter le pays qui nous accueille. Ce qui est grave, c'est de faire valoir le voile, la kippa ou quoi que ce soit sur le pays d'accueil dans lequel on est. C'est l'imposition qui est difficile. » Alors tout d'abord, avec ces différentes déclarations, on voit que l'amalgame est fait entre immigration et religion. On associe les individus portant des signes religieux à des immigrés,
alors qu'une grande partie est présente au Québec depuis plusieurs générations. Donc il s'agit donc de citoyens québécois. Et dans un deuxième temps, le fait de parler d'immigration, ça néglige le fait que de nombreux Québécois de confession musulmane sont justement des citoyens qui font preuve d'intégration à travers leur respect de la loi, à travers l'emploi, à travers l'éducation également. Comme le souligne Frédéric Castel, le niveau d'instruction des Québécois de confession musulmane est très élevé, 30 à 40% d'entre eux ont des diplômes universitaires. Cependant, si l'on considère que les Québécois de confession musulmane ne sont pas suffisamment intégrés à la société québécoise, notamment à travers l'emploi, en quoi est-ce que la charte va permettre une meilleure intégration de ces individus? Pour les inclusives, qui sont un regroupement de 16 femmes provenant du collectif Québec Inclusif, la charte contribuera plutôt à marginaliser les femmes issues des minorités religieuses en les tenant à l'écart de la fonction publique. Ainsi, donc, interdire le port de signes religieux amènera l'inégalité à l'accès aux emplois publics et parapublics pour les personnes qui décideront de ne pas enlever leurs signes religieux. Et donc les premières victimes au sein de la communauté musulmane québécoise, ce seront les femmes qui portent le voile. Le troisième et dernier problème que je soulève, c'est la justification d'une restriction de droits et libertés de la personne au Québec qui passe par le rappel constant d'une oppression des femmes et des minorités religieuses dans les pays d'origine des citoyens québécois de confession musulmane. Donc, cette intention de classer ces citoyens dans l'altérité en les renvoyant constamment à leur identité d'origine, ça néglige, encore une fois, le fait qu'il s'agit avant tout de citoyens québécois qui cherchent à construire un vivre ensemble pour la société québécoise. Et dans les débats autour de la charte, les discussions dérivent souvent sur la condition des femmes dans les sociétés du monde arabe. Je prends notamment l'exemple de nouveau de l'émission Tout le monde en parle du 30 septembre 2013, où l'écrivaine québécoise Jemila Benhabib nous parle par exemple du sort des femmes en Algérie ou en Iran qui sont obligées de porter le voile sous peine de mort. Lors de la rencontre citoyenne sur la charte de la laïcité du 3 décembre 2013, une intervenante déclare « On devrait interdire le port de signes religieux ostentatoires. On est dans une société neutre. Si nous, on va là-bas, on est obligé de se plier à leurs lois. » Autre exemple, la pétition populaire contre l'islamisation du Québec, qui est disponible sur Internet, où on parle du fait que les minorités chrétiennes n'ont pas le droit de construire des églises dans les sociétés du monde arabe, et on prend l'exemple irakien. Alors tout d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que le droit, ce n'est pas une question de commerce, ce n'est pas un marchandage. On ne peut pas concevoir de justifier la limitation d'un droit pour des minorités religieuses au Québec en mettant en parallèle la violation des droits pour les femmes ou les minorités religieuses, ethniques ou autres dans les sociétés du monde arabe. Deuxièmement, évidemment que ce destin tragique des femmes et des minorités qui sont persécutées dans certaines sociétés autoritaires, c'est à condamner. Cependant, les Québécois de confession musulmane qui proviennent de ces pays ne peuvent pas être tenus responsables, ne peuvent pas être blâmés pour ça. Ce n'est pas parce que l'on laisse les musulmans québécois qui veulent continuer à porter des signes religieux ostentatoires à le faire que cela signifie que l'on approuve tacitement les politiques discriminantes dans les pays d'origine de ces individus. Il faut faire attention à ne pas faire l'amalgame entre le port de signes religieux et l'intégrisme. Ce n'est pas parce qu'un Québécois de confession musulmane porte un signe ostentatoire qu'il va être en accord avec des pratiques barbares telles que la lapidation. Il faut sortir, il me semble, du domaine du fantasme. Cependant, certaines figures publiques québécoises continuent d'entretenir ça. Je pense notamment à l'écrivaine québécoise Jeannette Bertrand qui dit « Il faut faire attention, est-ce qu'on veut se retrouver avec de la flagellation pour les femmes qui sont infidèles, avec l'homme qui décide du divorce ?» Et elle rajoute, si on ne légifère pas, petit à petit, subtilement, les islamistes et les autres religions vont gagner sur nous. Petit à petit, ça va se faire en 30 ans, 40 ans, et on aura fait un pas en arrière pour l'égalité des hommes et des femmes. Autre exemple, le ministre Bernard Drinville qui déclare que l'islamisation du Québec est une réalité, ou encore qu'appuyer la charte, c'est la meilleure manière de lutter contre l'intégrisme. Le problème, c'est que
ce genre d'amalgame et de rapprochement douteux, ça éloigne le débat sur la laïcité et la neutralité, et ça nous amène vers un procès de l'islam où on y associe des pratiques intégristes. Pour conclure, si la volonté politique de ce gouvernement, c'est réellement de résoudre les peurs sociétales et de construire un vivre ensemble harmonieux, il faudrait mettre en avant les valeurs québécoises, non pas pour diviser, mais pour réunir les citoyens autour d'un projet. Et donc, à mon sens, par la création d'un espace de dialogue, la responsabilité, elle revient avant tout aux citoyens québécois de confession musulmane de se positionner, de s'exprimer sur les enjeux sociétaux contemporains et d'expliquer que les valeurs démocratiques et laïques, ainsi que les valeurs religieuses, elles ne sont ni contradictoires, ni mutuellement exclusives. Ce serait bien que ces citoyens en particulier prennent la parole, et ce serait bien que ce gouvernement les entende. Voilà. Merci beaucoup.